Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'internaute.com. Il est chroniqueur, animateur télé et radio, mais il est surtout humoriste. Lui, c'est Mustapha El Atrassi. Bonjour Mustapha. Bonjour. Vous nous avez fait le plaisir d'accepter notre invitation. J'ai un petit peu le trac, c'est mon tout premier chat internet. J'espère que on est vous ravis, serez sympa. comme ça on va vivre cette expérience avec vous On va et vivre ça avec les ensemble. lecteurs. Je vous rappelle le principe, pendant 40 minutes, on va poser vos questions et je serai aidée d'Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Mustapha, vous venez surtout nous parler de votre spectacle qui est actuellement en tournée, programmé à Paris au Théâtre du Splendide. C'est ça. Voilà. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque Kenza M vous demande de quoi parle votre spectacle. Alors Kenza M, de quoi parle mon spectacle? C'est très compliqué d'écrire un spectacle de stand-up parce que le but, bien évidemment, c'est que le public ne ressente pas l'écriture. Donc, si je dois parler des sujets que j'aborde, c'est des sujets assez graves. Voilà, j'essaie d'aborder des sujets très graves de façon assez légère. Il y a 10 minutes sur le suicide, il y a un sketch sur le refus de paternité, mais il y a aussi 5 minutes sur les hérissons. Donc voilà, j'essaie de parler de tout ce que j'ai un petit peu dans la tête et ça peut être léger comme un peu grave, voilà. Une autre question de Jules, une nouvelle question de Jules, pardon. J'ai vu un extrait de votre spectacle et vous y parlez de gens que vous n'aimez pas. Ouais. Et notamment de Zaz. Est-ce qu'elle a vu ce sketch et si oui, savez-vous comment elle a réagi? Je pense pas qu'elle ait vu ce sketch parce qu'elle n'a pas la télé ni internet, parce que elle vit dans une roulotte. Donc à mon avis, ça capte pas très bien. Mais non, je l'aime beaucoup Zaz. J'ai eu une belle surprise avec elle, c'est que... Vous l'avez rencontrée? Oui, à plusieurs reprises. Je l'ai interviewée sur Énergie et pour le coup, c'était la première à rire des blagues que je faisais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Et voilà, quand on a eu beaucoup de succès comme ça, c'est le revers de la médaille, mais il faut bien le prendre. Aux États-Unis, il y a des stars qui se font vanner dans tous les sens. Il y en a même qui acceptent de faire une émission. Il y a une émission qui existe aux États-Unis où tu as la célébrité sur un trône et tu as une dizaine d'humoristes autour qui le vannent pendant 1h30. Et c'est très très violent. Donc voilà, il faut accepter ce truc-là. Voilà, ça fait partie du succès. Voilà, elles vend plein d'albums, elle n'a pas besoin de moi. Et surtout, la surprise que j'ai eue, c'est qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte que sa mère, c'était ma prof d'espagnol pendant 2 ans à Tours, au collège La Bruyère. Donc, D'accord. non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc moi, ce que je lui dis, c'est que si elle m'avait mis des meilleures notes, sa mère, peut-être que j'aurais été plus sympa. C'est un peu une vengeance. Voilà, c'est juste ça. C'est tout simplement ça. Mais j'embrasse très fort. Je sais qu'elle nous regarde. Une question de Jenny0292. Ah oui. C'est peut-être un pseudo. Elle est un petit peu... Voilà. Non, je connais. Qui sont les personnalités sur lesquelles vous faites le plus facilement de blagues? Ouais. Donc elle cite Franck Ribéry, Oui. Zaya Oui. et encore une fois Zaz. Je leur dois 30% de mon salaire à ces gens-là. Ribéry, c'est vrai que je me suis fait plaisir pendant un petit moment, mais ça fait partie une fois de plus du succès, quoi, de ce revers de la médaille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Oui, en plus il a une gueule, il y a un truc. Donc forcément, il se fait vanner, mais il a l'air d'avoir beaucoup d'humour aussi. Et il y a Zaya, oui, Zaya beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo, on a tourné une vidéo qui s'appelle Zaya de QAI, puisqu'elle a fait un reportage qui s'appelait Zaya de Z à A. Donc on a fait une parodie qu'on peut retrouver sur YouTube et qui est assez rigolote, voilà. Mais c'est jamais méchant. J'ai pendant une longue période de ma vie fait beaucoup de vannes parce que voilà, je devais fournir tous les jours. C'est ça le problème, quand tu fais de la radio par exemple, tu dois écrire 3 sketchs par jour. Ouais. Et forcément, je dois l'avouer, on tombe dans la facilité parfois parce qu'il faut fournir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de me détacher de ça. Et puis voilà, je fais de moins en moins de vannes sur les gens en fait. Donc voilà, le showbiz peut être tranquille. Alors, moi j'ai une question de Jean-Mi qui nous dit que vous avez un franc-parler assez cash. C'est ce que vous venez de dire C'est finalement. un peu votre il dit que c'est un peu votre marque de fabrique. Et comment avez-vous cultivé ce genre d'humour? Comment j'ai cultivé comme on cultive de la bœuf, quoi, avec beaucoup d'amour, avec rigueur, c'est quelque chose. C'est vrai que la répartie, ça se travaille. Les gens savent pas réellement, on se pose souvent les questions, comment ça se passe, est-ce que c'est préparé, tes blagues, tout ça. Par exemple, dans La Nuit nous appartient que j'ai animé pendant 4 ans, j'avais une base écrite, mais tu ne peux pas tout écrire parce que tu sais pas ce que va répondre l'invité. Donc forcément, il faut être capable d'improviser. C'est ce que j'ai fait pendant un petit moment et c'est un travail de tous les jours en fait. La répartie, le fait d'avoir le bon mot au bon moment, c'est quelque chose qui me travaille au quotidien. Mon cerveau est toujours en ébullition, toujours en réflexion comme ça. Donc c'est un travail de 24 heures sur 24 ce boulot. Alors, j'ai une autre question d'Étienne qui a vu le spectacle, a priori, et qui nous demande je me suis beaucoup reconnu dans votre sketch au sujet de YouPorn. Comment a réagi votre copine? C'est même 2 questions, quand même. Ouais, c'est 2 en 1. Ken, il n'a pas réussi à choisir.
il faut savoir choisir, Étienne, déjà, dans tes Alors. missions. La question, c'est comment a réagi votre copine? Ça doit être le Voilà. scénariste de Alice Nevers, Le juge est une flic. Ouais. J'ai jamais compris ce titre, j'ai l'impression qu'ils avaient le choix entre deux titres. 2 en 1. Ils ont dit on prend tout au final. Je pense que c'est Étienne qui est à la base de ce truc-là. Alors ma copine l'a très bien vécu parce que je suis quelqu'un de très honnête. Et puis voilà, elle connaît les garçons, elle sait que toi-même par exemple, Oui, moi. tu vas sur ce Prends genre ma de partie. site. Ouais. Il n'y a aucun problème, tu l'avoues. Tu vas même plus que la moyenne. moyenne, j'ai l'impression. Je Dans suis ta pas, réponse disons, et dans cette de là gêne. dans le stand-up, mais Non mais c'est vrai. non, pas YouPorn. Ah, toi tu vas sur des trucs un mais peu bon, plus trash. Étienne, a priori, Trop oui. mignon YouPorn. Voilà. C'est ça. Il y a un côté Whistler que j'aime bien chez toi. Non, mais voilà, j'avoue, j'y vais pas tous les jours. Il y a une époque où c'était ma page d'accueil, mais ça c'était dans mon célibat. Maintenant j'y vais de moins en moins et ma copine a beaucoup d'humour pour répondre à Étienne. Merci Étienne pour la question et ma réponse. Pascalou nous demande quelle part laisses-tu à l'improvisation dans ton spectacle? Elle est de moins en moins, c'est de moins en moins présent l'improvisation. C'est beaucoup plus écrit. c'est ça. Écrit, ouais. Moi c'est vrai que dans mon dernier spectacle ou dans ceux que j'ai fait, j'ai toujours beaucoup improvisé, parfois beaucoup trop. Il m'était arrivé avec un spectacle d'1h15 de monter à 2h30. Donc j'ai mon producteur qui me faisait des signes pour que j'arrête, tout ça. Comme si c'était grave, alors on rigolait quoi. Et puis voilà, là j'ai eu envie d'écrire un spectacle plus pro et voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un côté Club Med aussi dans l'interaction avec le public, quand c'était trop là. Je trouve que c'est bien de faire 2-3 impros avec le public. Après on ouvre des portes, il y en a qui se permettent de crier des trucs qui n'ont aucun sens, il faut gérer après une espèce de cours d'école. Donc j'ai eu envie d'écrire un spectacle plus pro, j'ai eu ce challenge du Splendide avec tous les mecs qui sont passés au Splendide, on a envie de venir avec un truc solide. Donc non, on a écrit un spectacle très écrit, mais après l'improvisation c'est en moi, s'il se passe un truc dans la salle, je serai le premier à rebondir. Et, Ouais, faut voilà. réagir au tac au tac quoi. Ouais, ça je sais faire depuis des années. Donc voilà, il y a des comiques qui ont peur que quelqu'un parle dans le public. Moi si quelqu'un envisage de dire un truc, ça va être drôle. Et ça va pas vous gêner? Oh, au contraire, non, j'ai aucun problème. Rebondir, d'accord. Trop, ça me gêne. Si c'est 2-3 trucs, mais en général, je les calme en 2 secondes, donc ils n'ont pas envie d'en parler. Ils se prennent une grosse vanne Voilà, et c'est ils s'en fini. prennent une dans la gueule. J'ai une question de Backfit qui demande donc Google dans votre sketch, animation de site internet. Vous avez via ce que on lit que vous avez aussi animé une page d'un Il bafoue quand il chanteur. écrit, donc parce que- Voilà, 200 000 Non, followers sur Twitter. Ok. Est-ce que vous êtes très 2.0, très branché internet? Bah ouais, mais, malgré moi, Twitter, Facebook, c'est des outils qu'on utilise beaucoup et c'est un bonheur pour nous de pouvoir discuter avec des gens, de voir ce que les gens pensent de nous. Voilà, c'est toujours agréable. Voilà, même c'est vrai que c'est utile même pour des trucs assez énormes aujourd'hui. Tu peux même proposer une affiche et demander au public si ça leur plaît. Ouais, il y a Donc tout voilà, un c'était pas retour, possible il y a 10 ans ça. Donc, immédiat avec ouais. les gens. donc ça c'est cool, voilà. Jusqu'où je vais pas très loin. J'ai la télécommande sur mon iPhone. Ça c'est un truc un peu bizarre de ma Freebox. Donc voilà, mais c'est le maximum. Je ne télécharge pas. Je passe pas ma vie sur Internet non plus, non. Mais quand même branché internet, quoi. Ouais, pas mal, ouais, quand même. D'accord. Le Wi-Fi c'est important. Dès que j'arrive quelque part, faut qu'il y ait, Des faut petits qu'il y ait le réflexes Wi-Fi comme pour les ça. raisons Ouais. qu'on a évoquées tout à l'heure. D'accord. Pourquoi le stand-up et pas les sketchs avec des personnages Pour de les demande membres. Rookie? Ouais, pardon. Pourquoi des Attention, j'ai entendu. J'ai rien vu. pourquoi le stand-up et pas les sketchs avec des personnages de demande Rookie? C'est une bonne question. C'est Rookie. Rookie qui demande Ouais, ça? Rookie. Ouais, oui, je reconnais sa patte. Rookie, c'est très simple. Les personnages, parce que c'est pas moi, en fait, tout simplement. Moi, je sais pas si je serais capable de faire des personnages, d'interpréter des personnages sur scène, mais ça me plairait pas, en tout cas. Moi, j'ai grandi avec le stand-up. Ce qui m'a fait rêver depuis que je suis tout petit, c'est les mecs qui prennent un micro et qui parlent au public comme si on parlait à un pote dans une terrasse de café. Ça m'impressionne. Mais, et c'est un personnage. C'est-à-dire que quand on va voir un très bon stand-up, c'est vrai que t'as pas le côté performance. Peut-être que le mec va pas faire des voix ou rentrer dans un personnage pendant 5 minutes. Donc peut-être que tu vas te dire oui, c'est pas un comédien. Mais il n'y a pas plus comédien qu'un stand-upper. Parce que un mec qui fait du stand-up, qui le fait bien en tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir livrer le même texte tous les soirs, de la même façon. Il faut que le public ait l'impression qu'on le raconte pour la première fois. Et ça, c'est un vrai travail de comédien. Parce que quand tu as joué 500 fois les mêmes vannes et que tu arrives un soir et qu'il faut que tu racontes la même chose encore, c'est très dur. C'est un vrai travail. Moi, ça a été mon travail le plus dur sur la mise en scène de ce spectacle. Ça a été
de parler normalement, parce que c'est pas naturel. C'est-à-dire qu'il faut recréer quelque chose de naturel dans un endroit qui ne l'est absolument pas. Là, si je parle avec vous, on parle à la cool, il n'y a pas de souci. Encore, il y a des caméras, mais bon, ça va, on s'en sort bien. Mais sur scène, c'est pas naturel. Il y a 300 personnes qui viennent, qui ne se connaissent pas entre eux. Alors ça, c'est un truc qui me fascine chaque soir, c'est que les gens ne se connaissent pas entre eux. Que ce soit les uns à côté des autres. Ouais, c'est dingue. Ils parlent pas. Et moi, je suis derrière le rideau, j'ai un petit trou comme ça où je peux voir le public, tout ça, et c'est quelque chose qui me fascine tous les soirs. Et essayer de leur livrer tous les soirs de façon naturelle, c'est un vrai travail. Donc les stand-uppers sont de grands comédiens pour la plupart. On va parler un petit peu de vos débuts avec une question de Mimi Siku, qui justement revient sur, Très bon pseudo, Mimi Siku. Le métier de comédien. Et il vous pose la question suivante. Comment avez-vous appris la comédie? Avez-vous suivi des cours de théâtre ou fait des matchs d'improvisation? J'ai fait les matchs d'improvisation. Mais c'est du théâtre, c'est de l'improvisation théâtrale. Oui, bien sûr, ouais. Oui, non, j'ai eu cette chance. J'avais 11 ans, je crois, à l'époque. Et c'est vrai que je faisais plein de vannes à l'école. Moi, je jouais au foot. Le théâtre, c'était pas mon truc. Pour moi, c'était pas un monde qui m'était réservé. En tout cas, je pensais que c'était destiné à une certaine classe, à des gens riches, qui avaient des perruques, des costumes. Donc, je connaissais pas le stand-up. Donc, pour moi, c'est un monde qui me parlait pas. Et un jour, on m'a expliqué, vu que je faisais plein de vannes dans la salle, dans ma classe, où lapsus intéressant. Pour moi, c'était une salle de spectacle. J'avais envie de me réveiller pour faire des vannes autour de moi. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui était directeur de cinéma d'auteur, en fait. C'était la grande chance de ma vie. Si j'avais eu un autre prof, je serais peut-être pas là en train de vous parler. Donc il nous a sensibilisés au théâtre, au cinéma. On allait voir des films de Buster Keaton, on allait voir des pièces de Bertolt Brecht. Donc moi, j'avais 11 ans et j'allais voir des trucs qui n'étaient pas de mon monde. Et j'ai eu qu'une envie, c'est faire partie de ce monde. Donc on m'a inscrit au théâtre d'improvisation. C'est ce prof qui m'a inscrit dans des matchs d'impro et c'est là que j'ai été formé, c'est là que j'ai tout appris. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans, vous êtes monté à Paris pour votre premier spectacle qui a été, c'était au Point Virgule. Alors j'ai d'abord fait les championnats de France d'impro junior. D'accord. J'ai eu la chance de faire les championnats de France. On est arrivé en finale quand même, donc c'était assez costaud et moi je démarrais là-dessus. C'est-à-dire que moi j'arrive en match d'impro et j'avais un certain recul quand même étant jeune. Je me disais peut-être que je suis drôle avec mes potes, mais pas au théâtre. Donc on m'inscrit. À la fin du premier cours, on m'explique que j'aurais pas besoin de payer ma licence, ce qui est plutôt bon signe. Et sur 30 élèves, ils devaient en garder que 5 pour le championnat de France. Au bout de 3 semaines, je suis dans les 5. Et dans les 5, on me donne le titre de capitaine de l'équipe. Donc tout est parti très vite. Comme ça, vous avez quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 12 ans. Oui, donc c'est très rapidement, très vite après que vous ayez... que je me sois inscrit, ouais, ça allait très vite. Et donc voilà, j'ai fait les matchs d'impro en revenant à Tours. Je suis originaire de la ville de Tours. J'ai joué dans des bars, dans les soirées étudiants, dans des trucs comme ça. Je montais à Paris faire des auditions. Où je faisais croire à ma mère que j'allais au collège, mais en fait, je prenais le train pour aller à Paris. Et en fait, je suis monté à Paris. Mon premier one man, j'avais 15-16 ans au Point Virgule. Mais c'est devenu sérieux à partir de 17, on va dire, parce que je devais avoir mon bac. C'était mon passeport pour aller à Paris. Donc à 17 ans, je suis parti, j'ai quitté ma province pour conquérir la vie. Votre maman était au courant pour le coup? Bien sûr, bien sûr, elle était même... elle m'a encouragé beaucoup. Ça faisait pas partie une fois de plus de notre environnement, de notre univers. Le théâtre, c'était quelque chose... on n'avait aucune chance de réussir là-dedans, parce que déjà en faire à Tours, c'était improbable. Et c'est vrai que quitter sa province, dire à sa mère, je vais aller monter à Paris... pour faire du théâtre, je pense que ça fait peur à une mère. Et ma mère a toujours été cool, m'a toujours dit écoute, il faut que tu aies ton bac et après je te laisse y aller. Et si je peux t'aider, je le ferai. Et surtout, j'ai failli rentrer plein de fois parce que j'y croyais pas au début et que je me prenais des portes un peu partout. Et je me rappelle, il y a plusieurs coups de fil à ma mère que j'ai passé à ma mère en pleurs où je lui demandais de rentrer chez moi et où elle me l'interdisait. Donc c'est grâce à elle, elle me disait il faut que tu ailles au bout de tes rêves et c'est pas au bout de 6 mois qu'on peut faire un bilan. Et comment vous êtes arrivé du coup alors à jouer ce spectacle au Point Virgule? Je faisais des auditions en fait. En passant des auditions? Ouais. Ça, ma mère ne le savait pas par contre, que je prenais le train en cachette pour aller faire des auditions. Mais oui, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. C'est là que j'ai rencontré mon producteur et manager actuel, avec qui je travaille depuis un petit moment. Et voilà, tout a démarré là. J'ai bien fait de prendre le train et de tenter ma chance. Une question de Micheline. Comment étais-tu enfant, Mustapha? Timide ou plutôt fantasque? Moi, je t'imagine plutôt fantasque. Vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure en disant que... La timidité, non mais c'est un sujet intéressant, la timidité. Ma mère est très timide. Et en fait, je pense qu'on ne veut jamais reproduire le schéma de ses parents.
Et moi, ça me faisait du mal qu'elle soit timide parce que j'ai l'impression qu'on s'empêche un peu de vivre quand on est timide et qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc moi, j'ai fait tout l'inverse en fait, tout simplement. Je me suis dit, contre-pied. pardon? Le contre-pied. Le contre-pied, exactement. Je me suis dit, je serais l'inverse de ma mère, que j'aime et que je respecte, mais justement, je me suis dit, moi, je m'empêcherai pas de vivre des choses et c'est une sorte de vengeance par procuration, voilà. Et elle vit les choses à travers moi aussi aujourd'hui, donc tout le monde est content. Très bien. Ensuite, une question de Rob. Quand est-ce que tu as su que tu voulais faire, ce que tu voulais faire dans la vie, c'était de faire rire les autres? En fait, je ne le savais pas très petit quand je jouais au foot et que voilà, je pensais pas au théâtre. Mais c'est vrai que j'ai toujours éprouvé un plaisir fort à chaque fois que mes amis riaient après une vanne que je balançais, tout ça. Ouais, c'était très dur. En plus, moi, je venais d'un milieu où il y avait pas mal de charrieurs, tout ça, où le niveau était assez haut. Donc voilà, il a fallu que je choisisse mon camp. Je l'ai fait c'est un instinct de survie aussi. Voilà, je suis pas le mec le plus balèze, le plus beau gosse. Donc j'ai essayé de trouver un créneau dans lequel je pouvais attirer un maximum de monde. Ceux qui avaient le plus d'amis, ceux qui avaient une console de jeu. Moi, j'en avais pas. Donc je suis passé à autre chose. Et je me suis rendu compte qu'en faisant rire les gens, on avait plein d'amis en fait. C'est juste, tu vois, c'est ça l'histoire de ma vie. Je recherche des amis tout simplement. C'est que ça. Et encore aujourd'hui. Une question de Paul. Est-ce que vous pensez que s'appeler Mustapha pose toujours problème en France pour faire carrière, ou est-ce qu'au contraire, maintenant, c'est plus facile dans le monde de l'humour? Moi, je trouve que c'est plus chiant de s'appeler Paul, parce qu'il y en a plein, Ouais, et qu'il n'y a aucune saveur, quoi. C'est vraiment le truc, t'as pas d'idée, bon, on va l'appeler Paul. Ça, c'est plus chiant. Mustapha, ça. Mais je t'embrasse, Paul. Hein. Non, ça n'a jamais été un problème. En tout cas, moi, c'est des problèmes que je refuse de regarder en face, parce que j'ai l'impression qu'en parlant de ces problèmes-là, on met le doigt dessus et on les amplifie. Et on le fait exister. Pour moi, ça n'existe pas. Moi, j'ai des potes de toute origine, toute religion, et on parle jamais de ça, on en a rien à foutre, ça n'existe pas, quoi. On poursuit avec d'autres questions. Il y a une question de Jeanne qui demande, avez-vous rencontré beaucoup d'obstacles dans votre chemin pour devenir humoriste, et si oui, lesquels? L'argent, parce que c'est pas évident. Quand on n'a pas des parents riches qui te payent un appart pour que tu réalises tes rêves, oui, c'est compliqué. L'argent, quand tu viens de province, il faut que tu montes à Paris, ça a déjà un coût. Il faut que tu payes le train, il faut que tu payes à manger, il faut que tu payes un endroit où dormir. Et tu te sens vite seul à Paris. Si tu connais personne et que tu n'as nulle part où aller, c'est très compliqué. Donc l'argent, c'est certainement un gros problème pour commencer. Voilà, si on n'en a pas beaucoup, il faut se battre un peu plus parce qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable. Après, d'autres obstacles, je pense que ton pire obstacle, c'est toi-même en fait après. Parce que le plus dur, je dirais que c'est pas de réussir, c'est de durer. Et pour durer, il faut énormément taffer. Et c'est vrai que quand ça commence à bien marcher, on n'a pas forcément envie de taffer en fait. Donc, parce qu'on se dit que tout roule, et voilà, on balance une blague, ça marche bien. Et puis ces gens-là ne restent pas, ne font pas carrière, les gens qui taffent pas. Donc ouais, mon plus gros obstacle, c'est moi-même. J'essaie de travailler tous les jours, j'essaie de me bouger, j'essaie de faire en sorte d'être le meilleur possible sur scène. D'accord. Une question de Juju. Qui sont vos modèles de l'humour? Mes modèles d'humour, ils ne sont pas français. C'est Richard Pryor, qui est un grand humoriste noir américain. C'est Jerry Seinfeld, qui est un monstre du stand-up. C'est George Carlin, c'est Louis C.K., Chris Rock. C'est des mecs qu'on ne connaît pas forcément en France, qu'on a peut-être vu dans les films. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des aussi, beaucoup de sitcoms, Jerry Seinfeld par exemple. Mais il faut savoir que la plupart des acteurs comiques qu'on voit au cinéma aux États-Unis viennent de la scène. Ça commence à venir en France, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est ces mecs-là qui m'ont donné envie de faire ce métier. Il y a aussi Andy Kaufman qui pour moi est un monstre. Il y a un film qui existe qui s'appelle Man on the Moon, réalisé par Milos Forman avec Jim Carrey dans le rôle de Andy Kaufman, ce célèbre humoriste des années 70. Et ce mec-là, il m'a inspiré parce qu'il était fou. Et j'aime les fous, j'aime les gens j'aime les vrais artistes. Et c'est un mec qui, par exemple, à la fin de son spectacle, avec 4000 personnes, il disait partez pas à la fin, puisqu'il y a 2 cars qui vont vous attendre, qui vont vous emmener dans mon école maternelle pour qu'on aille manger des gâteaux. Alors tout le monde se marre et à la fin du spectacle, il y a 2 cars qui les attendent. Et il a géré pour avoir les clés de son ancienne école maternelle et ils ont mangé des gâteaux et bu du lait. Donc ça, je trouve ça cool. J'aime bien cet univers un peu. Est-ce qu'on peut faire ça en France? Bien sûr qu'on peut le faire. Moi, j'en ai marre de dire qu'on peut pas faire des choses. Faut les faire. C'est comme il y a toujours des mecs qui disent ouais, nous on peut pas faire de grandes émissions avec plein
plein de sketchs, tout ça, parce qu'aux États-Unis, ils sont 30 auteurs. Nous, soyons 30 auteurs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder les États-Unis en se disant nous, on ne peut pas le faire. On peut très bien le faire. Faut juste qu'on. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de clans, quoi. Aux États-Unis, tu regardes des films, tu as tous les acteurs qui viennent faire un petit guest. Il y a des films où tu as des monstres, des mecs super connus qui viennent faire une scène de 30 secondes. Ça manque en France, je trouve. Donc non, on peut faire ça. Est-ce qu'il y a un humoriste avec lequel on vous compare souvent, demande Poil de Carotte? Oui, c'est ça. J'aime bien. Certainement un Roukmout. Pourquoi? Un comique avec qui on me compare souvent. Ouais. Ceux qui connaissent Chris Rock me comparent souvent à lui. Alors c'est un honneur, hein, je ne pense pas avoir un millième de son talent, j'espère y arriver un jour. Mais peut-être que dans des mimiques, peut-être qu'il y a un certain mimétisme. C'est quelqu'un que je regarde depuis que je suis tout petit, que j'aime beaucoup. Donc peut-être que sans le vouloir, des fois je fais un petit peu comme lui, j'en sais rien. Mais c'est un honneur d'être comparé à lui en tout cas. Et justement, est-ce que tu aurais aimé monter sur scène avec d'autres comiques dans une formation c'est Younes qui pose la question, comme Les Inconnus par exemple, être au lieu d'être seul, être dans un groupe? Alors c'est déjà un peu le cas parce que 2 à 3 fois par an, je joue dans un gala qui s'appelle le gala Oulala. En fait, Oulala Production, c'est la boîte de production de mon producteur, qui produit aussi d'autres comiques, dont Baptiste Le Caplin, Geoffrey Verbruggen, Charlotte Gabris, Willy Rovelli. Et en fait, on fait un spectacle où on est tous les 5, où on fait chacun 15 minutes, et on fait des petits sketchs, il y a des intersketchs aussi, où on a l'occasion de jouer ensemble. Vous écrivez à plusieurs pour le coup? On écrit à plusieurs pour les petits et intersketchs. D'accord. Et après, on fait 15 minutes chacun, et il y aura d'ailleurs bientôt une diffusion sur Comédie Plus. Ça s'appellera le pensionnat Comédie Plus, et ça sera diffusé en prime time, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus, parce que c'était un très bon spectacle, vraiment, avec des artistes qui ont beaucoup de talent. Eh ben, la transition est toute faite, puisque il y avait une question avant si je peux me permettre. Tout le monde s'en fout. Je suis perdue du coup. Il y avait une question, j'ai zappé une question, pardon Alex. Non, c'est une question en fait, c'est, comment il s'appelle, Falbala. Oui, voilà, Falbala, qui demande qu'as-tu fait plutôt entre ton premier spectacle et tes premières apparitions à la télé? Qu'est-ce que j'ai fait entre? Ouais, entre les deux. Non, j'étais encore sur scène quand j'ai commencé à faire de la télé. Falbala, mais non, c'est Laurent Ruquier qui m'a découvert sur scène. J'ai eu cette chance. En fait, moi j'ai joué au Théâtre du Temps, mon spectacle marchait bien, j'avais de bons articles dans la presse. Et vu qu'il lit beaucoup la presse tous les matins, il voyait quelques articles sur moi, donc ça commençait à l'intriguer. Il est venu me voir sur scène et il m'a embauché pour la radio, pour Europe 1, ce qui était déjà énorme pour moi. Enfin, moi je venais de ma petite ville de Tours, ça faisait à peine un an que j'étais là. Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'ai 17 ans, je crois. Ouais. Je dois avoir 17 ans. Et je fais de la radio avec lui. Tout se passe bien, sauf la première fois où je me fais remonter les bretelles. Moi j'avais fait 3 blagues, il m'a fait venir à la fin en régie pour me dire que c'était de la merde. Donc voilà, c'était notre premier contact. Voilà, les belles histoires d'amour commencent toujours par un début un peu difficile. Donc voilà, ça m'a fait du bien et justement c'est grâce à lui que je travaille tous les jours. Il m'a expliqué que dans la vie il fallait bosser, que lui il avait fait 20 ans, il avait déjà 20 ans de carrière et qu'il bossait tous les matins dès 6 heures. Donc il m'a dit ça vient pas comme ça quoi. Donc va falloir bosser. Et après voilà, moi je faisais de la radio j'ai jamais cherché à faire de la télé. J'ai jamais envoyé de cassettes, ça m'intéressait pas, c'est pas mon métier. Casting, non, rien. Mais c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est la scène, c'est d'être comédien. Donc, c'est plus la télé qui est venue à moi. Et Laurent Ruquier m'a embauché à la télé sans me le dire, en fait. Parce que, en fait, j'étais qu'à la radio. Et un jour, je regardais Plus Clair à l'époque. Ça passait sur Canal+, une émission de médias présentée par Daphné Rouillet. Et je me rappelle, un samedi matin, je regardais une interview et c'était Laurent Ruquier. Et d'un coup, Daphné lui demande est-ce qu'il y a des nouveautés pour la rentrée. On a tout essayé, tout ça. Et il dit oui, il y aura Mustapha El Atrassi. Et moi, j'ai vu ça chez moi, comme ça, dans mon 16 mètres carrés, c'était au tout début. Et là, je me suis dit que j'avais une bonne étoile, que c'était extraordinaire ce que je vivais. Donc voilà, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années et qui perdure en plus. Donc je dois beaucoup à Laurent Ruquier. Et ben, c'était la question justement de Boubou. Est-ce que vous avez l'impression d'être redevable à Laurent Ruquier pour ce qu'il a fait pour vous, évidemment, finalement? Bien sûr, parce qu'il a pris un risque. Il n'est pas venu chercher quelqu'un qui marchait déjà, en tout cas en télé. Moi, je commençais à bien marcher sur scène, mais ça a été un risque énorme de me prendre et de me présenter et de me faire entrer dans le Salon des Français tous les soirs. Je parlais à 2 700 000, 3 millions de personnes à peu près, avec un sketch que j'avais écrit qui n'était jamais censuré.
Donc voilà, moi j'ai fait de la télé aussi parce que je pouvais faire la même chose que sur scène. Quand on a discuté la première fois avec Laurent, je lui ai demandé est-ce que je peux faire exactement ce que je fais sur scène. Il m'a dit oui et c'est pour ça que j'en ai fait. Mais ça n'a jamais été mon vrai métier en tout cas. D'accord. Vous aviez fait une tournée déjà à ce moment-là ou vous restiez au point virgule? Non, j'avais pas fait de tournée encore. D'accord. Non. Donc le risque était encore quelque part plus grand Bien pour sûr. Laurent, parce que ça restait sur un peu parisien, Exactement. confidentiel. C'était confidentiel. Ouais. Mais il y a cru, donc et c'est agréable. C'est des gens qui tentent des choses, quoi. Donc voilà, peut-être que quelqu'un de plus frileux aurait dit on attend de voir un peu comment ça se passe. Non, il a su juger le potentiel, mais il a vraiment un œil aussi de producteur, lui. Il produit ouais. Gaspard Proust, On le voit aujourd'hui, Michael avec, Gregorio, son oui. Là. émission, On ne demande qu'à en rire. Il y a voilà. énormément de gens. Moi, j'ai plein d'amis, on ne demande qu'à en rire. Arnaud de sa mère, enfin, c'est quand même des gens qui. Mais bien sûr, c'est des gens avec qui j'ai commencé il y a 10 ans. Qui étaient déjà comédiens, mais qui doivent beaucoup à Laurent Ruquier aujourd'hui pour leur notoriété. Bien sûr. Une question de Claudia, qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de vos chroniques pour la télé et la radio? Poursuivi par la question de Bouli, qu'est-ce qui est le plus facile comme job? Humoriste, chroniqueur à la télé, chroniqueur à la radio? C'est des questions qui se ressemblent un peu. Qui se chevauchent un petit peu. Voilà. La première, c'est... qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de vos chroniques pour la télé et Qu'est-ce la qui radio? m'a plu c'était le travail le travail, un peu en urgence. travail en urgence, Ouais. ça c'est quelque chose qui me plaît. Si on me demande d'écrire quelque chose et qu'on me donne 6 mois pour le faire, ça sera pas très bon, je pense. Si on me dit l'Elle nous appartient, ça a été le même cas. Le stand-up d'ouverture dans l'Elle nous appartient était écrit quelques heures avant, parce qu'il fallait qu'on se rapproche au plus près de l'actu fraîche. Donc vu qu'on enregistrait l'émission, on se donnait le dernier jour pour écrire et c'était quelque chose de très excitant. On était là à écrire, on avait une échéance, il fallait aller très vite. Ça me plaît dans les rubriques. Pareil, à la radio, c'était carrément en direct. Donc sur Énergie, j'avais 3 sketchs à faire par jour. Donc ça me plaît quand il faut aller très vite. J'aime bien cet esprit de challenge parce que ça ressemble à de l'impro après. Ce qui m'excite dans l'impro aussi, moi, quand je parle à quelqu'un du public, par exemple, quand ça arrive, je ne sais pas ce qu'il va me répondre. Il n'y a pas de filet. Non. Et surtout, il y a plein de gens qui ont des impros préparés un peu, qui ont des tiroirs, ça s'appelle des tiroirs, j'en ai quelques-uns aussi. Mais c'est vrai que ça ne m'excite pas, moi. Moi, ce que j'aime, c'est improviser, c'est de vraiment improviser. C'est-à-dire que quand il se passe un truc dans ma salle et que j'aborde quelqu'un dans le public, je ne sais pas ce que je vais dire. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que... Mais ça fait peur, hein. C'est-à-dire que tu dis, pardon, vous avez dit quoi? Et donc la personne répète. Et là, tu as une espèce de montée d'adrénaline. Il faut trouver une vanne en 1 millième de seconde. Et c'est quelque chose de très intense. Très intense. Et pour l'instant, j'ai de la chance. Il y a un truc qui sort. Il y a des mots, il y a des mots collés comme ça qui font une vanne. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai la frayeur un jour de pas pouvoir être aussi vif et rapide. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros ratés, de Pour l'instant, blanc, ça va. Non. Tout va bien? Non, parce que je viens de ce monde une fois de plus. Ouais. Donc, D'accord. donc j'ai un peu l'habitude. Et donc les questions de Bouli et Nico, finalement, c'est... Bouli, qu'est-ce qui était le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce que vous préférez faire finalement, humoriste, chroniqueur à la télé, chroniqueur à la radio? Qu'est-ce qui vous demande le plus de travail? C'est compliqué. C'est une très bonne question, Bouli. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus dur que la scène. Parce que la scène, surtout en stand-up, moi j'ai aucune lumière, j'ai aucun noir, j'ai aucune musique. Il n'y a pas d'effet Je bois même pas un verre d'eau, il n'y a aucun effet. Moi je suis tout seul sur scène. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité forte. Tu as 300 personnes devant toi tous les soirs et là tu te dis, ils comptent sur moi. C'est des gens qui ont peut-être passé une semaine de merde, qui ont payé leur place, qui ont pris le nounou, qui ont peut-être mis une demi-heure à se garer. Et moi je dois les divertir, je dois les distraire. Donc c'est un travail... Vraiment, c'est un gros travail et surtout, si moi je me plante. Je suis tout seul sur scène, il n'y a rien. Donc je vais dire que, comme ça d'emblée, je dirais que c'est la scène. Mais le vrai problème de la chronique en télé, c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour tous ceux qui font des chroniques, qui viennent faire des sketchs, c'est que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Parce que, pour vous donner une idée, ça ressemble à, tu sais, quand tu es invité à une soirée, mais tu arrives en dernier. Tout le monde a commencé à faire la fête. Et toi, tu arrives, la musique s'arrête, tout le monde te regarde bizarre. Ou un dîner, même un dîner, c'est encore pire. Les gens sont en train de dîner, tu arrives en retard. Et ils sont déjà au plat de résistance. Et toi, il faut que tu arrives. Et tout le monde s'en fout un peu de toi. Parce qu'il y a eu des petites anecdotes entre tout le monde. Il y a eu l'apéro, il y a eu les blagues de l'apéro, tout ça. Tu ressens un peu ça en télé. Parce que quand tu viens faire un sketch de 4 minutes, tu as, par exemple, sur On n'est pas couché, c'était quelque chose de très compliqué. Il y a le tour de table, il y avait l'invité politique, il y a toute une ambiance qui était créée. Et là, tu arrives d'un coup, pour 5 minutes, pour repartir. Et tu viens dans une ambiance auquel tu n'appartiens pas depuis le début. Et ça, c'est très dur. Moi, ça a été peut-être la chose la plus dure à faire pour moi.
Et moi j'ai une question justement de Valérie par rapport à la télé, c'est comment es-tu arrivé à l'émission La nuit nous appartient? Comment est-ce qu'on vous a confié Comment est-ce qu'on passe de Ruquier à On n'est pas couché? Alors, j'ai eu la chance de faire toutes les émissions de Laurent. J'ai fait, on a tout essayé, on n'est pas couché, on n'a pas tout dit, on va gêner, tous les trucs qui commencent par on. Donc voilà, moi dans mon exercice, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Après, j'ai fait une année chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens sur Canal+, qui a été très enrichissante. J'ai eu l'honneur d'avoir le rôle que Laurent Baffy avait à l'époque, de sniper, de balancer des vannes près d'Ardisson. C'était quelque chose aussi d'énorme. Moi, je regardais Ardisson, j'étais au collège, c'est ce qui m'empêchait de sortir le samedi soir. Donc me retrouver avec lui, c'était quelque chose de dingue. Après, j'ai eu l'aventure 6-9 d'énergie. La matinale. La matinale avec Nikos, Florian Gazan, Karine Ferry. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas prétentieux de penser que j'avais fait le tour, mais c'est que moi je me lasse assez vite et j'ai l'impression que j'avais fait toujours le même genre de rubrique. Donc j'ai eu envie de faire ma propre émission. J'étais même sûr d'avoir appris beaucoup de choses. Bosser avec Laurent Ruquier, t'apprends beaucoup de choses. Surtout quand t'apprends qu'il n'a pas de fiche pour On n'est pas couché, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'inhumain, quelque part. Ouais. Tu sais pas comment ça se passe dans sa tête. Thierry, c'est pareil. Nikos. Voilà, j'ai appris, j'ai côtoyé ces monstres et j'ai eu l'impression d'avoir appris assez pour tenir une émission. J'avais fait une semaine aussi de remplacement de Nikos pour le système d'énergie. Donc je parlais à 3 millions de personnes. J'étais l'animateur, j'interviewais Jennifer Lopez, Lady Gaga. C'est moi qui tenais le truc. Donc je me sentais prêt à le faire. Et donc Énergie 12, vu que c'était le groupe Énergie, Gérald Brice à l'époque était le directeur, que je connaissais depuis un petit moment. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu as envie de faire une émission chez nous? J'ai dit oui. Et il m'a proposé un jeu d'abord. Et je lui ai dit que je ne ferai jamais de jeu. Et je dis, moi je vais te proposer un truc. En fait, je vais parler de La nuit nous appartient. J'ai écrit l'émission avec Florian Gazan. J'en ai parlé et c'est là que je lui dois beaucoup. C'est qu'il m'a acheté l'émission sans même voir ce que c'était en fait. Il n'y a pas eu de pilote Non, la première émission tournée a été diffusée. Très Il n'y bien. a jamais eu de pilote. C'est-à-dire que je me suis retrouvé derrière une table avec des invités à interviewer et on a gardé. On n'avait pas, voilà, on a foncé. On a bien fait parce que Énergie 12 m'en a acheté 8 au début pour voir ce que ça donne et j'ai dû en faire une centaine. Ça a duré 4 ans? Ouais. C'est ça. Coproduit par Catherine Barma. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris aussi. Qui m'a beaucoup appris, qui est dans l'exigence, dans le gain de temps, dans l'efficacité. Ça, c'est important. Justement, pour rester sur La nuit nous appartient, entre meilleurs et pires souvenirs de l'émission, ce serait quoi? Et notamment les Vous avez invités. reçu énormément Ouais, d'invités. beaucoup Je crois qu'il y avait pas d'invités, mal le de choses qui meilleur, ont tourné. Le meilleur Zapping, invité, c'est les questions de Lulu. Jacasse, c'était vachement bien. On a reçu Jacasse qui m'a tiré dessus au paintball. J'ai un peu détruit le plateau en repartant, donc ça c'était quelque chose d'assez drôle. Denzel Washington, c'était assez énorme. J'ai interviewé Denzel Washington. Et puis, non, ce qu'il avait aimé, c'est qu'il avait fait des interviews chiantes toute la journée. Et moi j'arrive. Et ma première question à Denzel, c'était, à l'époque c'était vrai, il y avait une info là-dessus. Il disait Obama a son propre gun-miché. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir votre visage sur une tub, hein, on se dit les choses. Oui, parce que quand vous dites Obama a son propre God Miché, c'est-à-dire qu'il y a un God Miché à l'effigie À l'effigie d'Obama. d'Obama, c'est Oui, pas lui, d'accord, c'est hein, pas son voilà, God Miché perso. c'était Après, ça l'info. peut-être qu'il en a un, mais ça ne nous concerne pas. C'est Ça. un cadeau. Voilà. Mais c'est vrai que ça lui a plu et j'ai un souvenir énorme avec Denzel Washington parce que je fais l'interview, il se marre et après, hors caméra, on discute pendant un quart d'heure. Donc voilà, c'est un monstre. Moi, je le regardais dans Malcolm X, dans des films. Et là, il me parle 15 minutes. Je vois un mec super simple qui est adorable. J'ai un grand souvenir avec David Guetta aussi qui a mixé pour mon public. Ça, c'était assez énorme. Les pires souvenirs, j'ai beaucoup de très bons souvenirs. Ça s'est toujours plutôt très bien passé. Non, bah, un des pires souvenirs, c'est malheureux pour lui, c'est que c'était un de mes premiers invités qui fait plus partie il est mort malheureusement, François Xavier de Secret Story. C'est un peu triste. Ah oui. Ouais, il s'est suicidé. C'était un de mes premiers invités, donc voilà, j'ai un peu de peine pour ces gens-là, moi, pour les mecs de télé-réalité qui se retrouvent. Cette célébrité un peu. Bah ouais, ils se retrouvent sans rien, quoi. Oui, parce que finalement, ça repose sur rien. Ah non, mais ce qui est triste, c'est qu'ils croient contrôler ces gens-là. Ils contrôlent absolument rien. T'es jamais plus fort que le système. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Les mecs croient être des stars parce qu'on les reconnaît dans la rue, mais c'est pas ça. S'il n'y a pas un projet artistique solide derrière, il ne se passe rien. Donc ce qui se passe, c'est que il y a la saison d'après qui se tourne, qui est diffusée. Les mecs, on les oublie et ils se retrouvent. Ils
comprennent plus rien. Donc voilà, c'est peut-être ça un de mes mauvais souvenirs. Et voilà, je suis encore triste pour sa maman, hein, que si elle nous regarde, c'est quand même c'est dramatique. Ça vous a plu quand même cette émission d'interviewer tous les jours des gens différents, des personnalités? Ah oui, ouais, c'était un bonheur. C'était un bonheur parce que j'avais tout justement. Je suis pas rentré que dans la télé-réalité. J'avais sur un plateau, j'avais peut-être Pierre Palmade, après Scheim et après je sais pas Zarco et Zelko de Secret Story. C'était hyper riche. Hein. Et c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est d'avoir de tout. Nous on voulait de tout. Et c'est vrai que j'ai parlé à la télé-réalité. Moi, je cache pas que je voulais pas en recevoir tout le temps, mais j'ai pris un certain plaisir parfois parce que t'arrives pas à y croire, quoi. Tu parles à des mecs, tu te dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quoi. Mais c'était drôle et tu te rends compte qu'il y en a qui se la racontent surtout. Ça, c'est drôle. T'as des mecs de télé-réalité qui ont rien fait, qui sont plus stars que les stars, quoi. Ouais. Moi, j'ai un gros souvenir, c'est Danny Boone aussi, ça me revient, à qui j'ai demandé de venir dans mon émission à la radio et il est venu le jour de la sortie de Rien à déclarer, seul, sans attaché de presse, et il a demandé un coca, quoi, en loge. Donc t'as des mecs qui font 20 millions et qui ne se racontent pas. Voilà, c'est une bonne leçon pour ceux qui le regardent. Modeste. Qui est-ce que vous auriez aimé interviewer dans le cadre de cette émission et que vous n'avez pas eu? Ouais. Et ben il y a un mec qui a fait, c'est typiquement le genre de mec que j'aurais invité. Alors en interview insolite. Hein. Il y a un mec qui a fait en vélo. Il est parti d'une ville à une autre, d'une ville espagnole à une ville française, et il a fait le trajet Parla-Moncu. En fait, il y a une ville qui s'appelle Parla en Espagne, et la ville de Moncu. Et le mec, j'ai un respect énorme pour ce mec-là. Je ne sais pas s'il nous regarde. Tu es mon héros, parce que donner autant d'efforts juste pour une vanne à la con, il y a quelque chose d'héroïque là-dedans. Parce que tu vois, c'est drôle au début, mais après, il a pédalé peut-être 800 km, le mec. Il s'appelle comment ? J'ai pas son nom, mais c'est un héros. Il faut une statue à l'effigie de ce mec. Et il a fait Parla mon cul. Lui, je l'aurais complètement interviewé. Un regret, c'est. À côté de ça, ouais. Voilà, c'est mon seul regret. À côté de ça, peut-être que j'aurais certainement. Et on allait vers ça, mais ça s'est pas fait. J'aurais aimé interviewer plus de politiques. D'accord. Vous en avez eu ? Non, on avait failli faire. On devait commencer avec Dupont-Aignan, tout ça, mais c'était compliqué en termes de cible. C'est quelque chose énergie douce, comédie, ouais. D'un coup, t'as un mec T'es un homme politique, c'est pas évident. Donc on l'a pas fait finalement, mais ou Barack Obama, pourquoi pas. J'aurais bien aimé interviewer Barack Obama. Tout est possible. Hein. J'ai une question de Kenza qui me demande toujours sur la nuit. Kenza M ou une autre? Kenza M. Ouais. Ah toujours. Ah, Kenza M encore. Pourquoi l'émission s'est-elle arrêtée justement? Mais parce que je suis au Splendide du mercredi au samedi à 21h30. C'est ce qui a précipité. Bah ouais, parce que aussi signer la fin de l'émission. C'est ça. Il y a plusieurs raisons. Enfin plusieurs raisons. Il y a mon envie forte de remonter sur scène et il y a le fait aussi que j'avais l'impression de faire le tour. Quand tu invites Baptiste Giabiconi pour la 4e fois en 3 mois, tu te dis que finalement, voilà, tu commences à faire un peu le tour de ce truc-là. Et donc voilà, j'ai voulu retourner à mes premiers amours, voilà, la scène. Et c'est vrai que moi je suis comédien depuis toujours et que les gens me connaissent en tant qu'animateur télé. J'avais l'impression surtout que si j'arrêtais pas, si je me faisais pas violence, je ferais jamais de cinéma et qu'on me prendrait jamais au sérieux. Donc j'ai arrêté La Nuit nous appartient pour monter sur scène et pour écrire mon film. Donc j'ai bien fait. Au moins je fais ce qui me plaît. Très bien. On va aborder le cinéma, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais très rapidement, on va aborder votre expérience aux États-Unis. Je crois que c'était en 2011, vous êtes parti faire du stand-up à Los Angeles. Vous avez réalisé un rêve ? Ouais. Enfin, je dirais que j'ai pas touché mon rêve, que je l'ai frôlé, je l'ai effleuré un petit peu. C'est pas encore, ouais. Non, ça suffit pas. Vous allez y retourner ? Bien sûr. Je suis toujours en contact avec le patron du Laugh Factory, avec qui je me suis lié d'amitié. Et oui, c'est quelque chose que j'ai en tête, bien évidemment. Mais c'est pas une envie d'Amérique primaire. C'est réellement des Américains qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc j'ai envie de marcher sur leurs traces, tout simplement. J'aime leur humour, j'aime les personnalités qu'ils nous proposent, j'aime leur amour pour la provoque et pour le second degré. C'est vrai que c'est pas tous les Américains non plus, mais c'est vrai que moi je dis toujours une Lady Gaga aurait pas tenu 3 semaines en France, quoi. Et c'est vrai que là-bas on a capté le côté show, le côté provoque, le côté artistique et voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc oui, je retournerai faire des sketchs aux États-Unis et peut-être même des films un jour, j'en sais rien. Une question de Jojo, qu'est-ce que vous a apporté votre expérience sur la scène américaine et quelle est la différence avec le public français ? Il y a une autre question aussi, qu'est-ce qui est le plus dur, faire rire le public français ou le public américain ?
Oh, les deux sont. Non, non, ça se C'est vaut. pareil. Ça se vaut. Ce sont des gens qui viennent, qui forment un public et qu'il faut faire rire. Hein. C'est toujours compliqué, donc il n'y a pas de public plus facile que l'autre. Ça, j'y crois pas. D'ailleurs, dans toutes les villes où on m'a dit, oh, c'est compliqué, tu verras. En fait, les mecs qui se plantent, ils viennent te dire après, putain, ce public est vachement dur. Et en fait, toi, tu y vas après, tu te dis, mais. Non, c'est hyper cool. Moi, on parlait de Lyon, par exemple. On me disait que Lyon, c'était une ville très compliquée, le public était très dur, tout ça. Bah, si tu as travaillé et que ça leur plaît, non, ça se passe super bien. Moi, c'est toujours très bien passé à Lyon, par exemple. Donc, non, je pense pas que le rire soit différent. Le rire, c'est universel. D'ailleurs, les sujets que j'ai abordés sont des sujets qui peuvent toucher tout le monde. Voilà, j'ai pas écrit un truc sur l'Amérique. Je parlais voilà, de choses qui peuvent toucher n'importe qui, n'importe où dans le monde. Après, ils consomment différemment l'humour. C'est-à-dire que là-bas, le spectacle, c'est pas, on va pas voir, par exemple, quelqu'un dans une scène. Dans une salle qui joue 6 mois. Ça n'existe pas aux États-Unis en fait. Là-bas, il n'y a que des comédie clubs et parmi tous les comiques des États-Unis, ils en gardent que 5 pour jouer 20 minutes chacun tous les soirs. Mais ça n'existe pas de louer une salle et de jouer une heure. Ça, c'est un espèce de caprice qui existe qu'en France. Là-bas, ils payent au mérite. En fait, il n'y a pas un mec sur scène qui n'est pas passé par une audition. Ça n'existe pas. Donc voilà la différence. Et puis, ils consomment différemment. Il y a des comédie clubs où par exemple, il y a des mecs qui montent sur scène jusqu'à 3h du matin, ce qui n'existe pas en France. Donc là-bas, ils consomment l'humour au quotidien. Par exemple, tu as des potes qui t'appellent à Los Angeles ou New York, ils ont fait quoi ce soir? Il est minuit, bah viens, on va voir des comiques au Comedy Club, ils prennent une bière, ils regardent des mecs faire des vannes. Donc moi, je trouve ça cool. Et la plupart des premiers rendez-vous amoureux se font au Comedy Club. Donc voilà, c'est plus... ils consomment plus, en tout cas. Est-ce que vous y avez croisé là aux États-Unis des humoristes français? On pense notamment au Comte de Boudherbala qui a joué aussi aux États-Unis avant d'être connu en France. Ouais. Ah, c'est une question d'Olivia. Est-ce que vous avez croisé le Comte de Boudherbala? Non, mais on se connaît un petit peu. On s'est déjà croisé pas mal de fois en France en tout cas. Ouais. Oui. Non, aux États-Unis, moi quand j'y étais, j'ai pas croisé de Français. Les seuls Français qui étaient avec moi, c'est les gens de mon équipe. On a eu la chance de tourner un documentaire d'ailleurs qui s'appelle LA Tracy, qui est un très beau documentaire, très bien réalisé avec de belles images. Et pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce qui se passe autour de moi, ça permet de découvrir les gens qui m'inspirent, les gens qui m'entourent. Et voilà, moi je suis pas très, je me mélange pas beaucoup moi dans ce milieu. Je suis pas quelqu'un qui se mélange. Je reste chez moi, je mange des pâtes, je regarde des Disney. Et je suis très heureux. Ça me va très bien. Une question de Michel Leb. Salut Mustapha, peux-tu nous dire On peut s'arrêter là, voilà, ça c'est bien. Alors. Salut Mustapha, peux-tu nous dire le truc un peu bizarre que tu as fait pendant ton séjour à New York avec Énergie? Le truc un peu bizarre? Quoi, il y a un dossier qu'il a et que Visiblement, oui. Qu'est-ce que j'ai fait de bizarre? Mais je fais tout le temps des trucs bizarres. Vous étiez suivi Avec par une équipe de Énergie. télé à New York? Non, on Ouais, est c'était allé avec ouais. Énergie faire la promotion du film Watchmen, qui est une espèce de film de super-héros. Et c'est vrai que le public français Ça connaissait date pas un bien peu cette déjà, BD. Ouais, ça date d'il y a 5 ans à peu près. C'était au moins il y a 5 ans. Et vu que les Français connaissaient pas bien cette BD, je crois que c'est la Paramount à l'époque qui nous a offert un voyage, qui nous a proposé de voyager à New York et de faire la promotion du film pendant une semaine. Donc on s'est retrouvé dans un loft à Soho, c'était une expérience incroyable. En plus j'étais avec Florent Gazan. Maintenant je me rappelle pas d'un truc chelou que j'aurais fait à New York, à part les attentats du World Trade Center, je vois pas. Non. Ça a fait un petit peu de remue-ménage à l'époque. Ça avait fait pas Vous mal êtes de fait bruit, remarquer. ouais. C'était un plan de com comme un autre, quoi. Non, j'aurais dit ça, mais non, je me suis toujours très bien comporté à New York. Mais cette question me fait peur. Peut-être que cette personne a des photos bizarres. On va peut-être voir quelque chose tomber dans Ouais, 5 j'ai minutes, très je peur. sais pas. On va bientôt terminer l'émission. Ça y est, déjà Voilà, bah oui, ça fait bien 3 quarts d'heure déjà. T'as envie que ça s'arrête ou Non. Est-ce que vous avez envie que ça s'arrête? On continue à se parler On alors. continue alors. On va parler des questions. Il y a pas mal de questions sur vos projets, enfin ce que va Oui. devenir le spectacle. Une question d'Abdel. Votre spectacle actuel va durer combien de temps? Enfin, vous jouez depuis 1 an. C'est ça. Vous étiez au théâtre de Trévise l'année dernière. Ok, ouais, j'ai joué plus de 86 fois, je crois, un truc comme ça, ouais. Il y a une tournée de prévue. Pour l'instant, je joue au Splendide jusqu'au 4 janvier. Jusqu'au 4 janvier. Et il est question qu'on prolonge ou pas, alors on en discute en ce moment. Mais la tournée devrait arriver à travers toute la France à partir de mars. Entre mars et juin, on devrait faire une grosse tournée en France, ouais. Donc je viendrai dans chaque ville rencontrer les gens. Donc voilà, ça répond à pas mal de questions déjà. Une question de Lulu, est-ce qu'on pourra voir le spectacle en DVD? Pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps. Je pense le DVD va sortir
2 ans, quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai. Pas de souci. parce que- Donc, non, allez non, le je vais voir, bien le d'abord jouer. sur scène. Ouais, et même si vous êtes en province, monter à Paris, ça vaut le coup. Hein. J'ai beaucoup de gens de province qui viennent. Hein. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très en forme. C'est le moment où il faut venir. Le reportage là sur Los Angeles, Ellie Tracy, on peut le trouver en DVD. Il est en bonus, en bonus DVD de mon précédent spectacle. Donc le précédent spectacle, Précédent le documentaire. À la Cigale. Et il y a en bonus, je crois il y a le reportage sur les États-Unis et il y a le premier court-métrage que j'ai réalisé aussi. Voilà. De quoi il parle votre court-métrage? Si je te raconte, tu sauras tout, mais je peux. Donc il faut le C'est pas grave. regarder. Il faut le regarder. Attention, Ça spoiler. part d'un fait divers. Spoiler, attention spoiler. C'est pas comique, hein. Ça Ah, part on d'un va fait passer à divers. la question suivante alors. Attends. Non, je peux t'en parler rapidement, c'est pas grave. Ça part d'un fait divers. En fait, ça s'est passé en Afrique. Il y a un homme d'État qui avait besoin de se détendre et qui a appelé une prostituée. Donc il appelle une prostituée, il attend dans sa chambre. Et lorsqu'il ouvre la porte, à la prostituée, il se rend compte que c'est sa fille, en fait. Et puis moi j'aime bien les histoires très légères comme ça, très familiales. Donc j'ai voulu tourner un court-métrage là-dessus et j'ai eu l'immense honneur d'avoir dans les rôles principaux Ornella Fleury, Pascal Arbillot que j'adore, qui est une excellente actrice, et dans le rôle du père François-Xavier de Maison. Donc j'ai eu de la chance pour mon tout premier court-métrage, même si c'était une aventure un peu spéciale, parce que c'est le premier truc que j'ai réalisé et je le préparais depuis des mois et voilà, on m'a prêté un appart pour que je tourne et tout était prévu, tout était là, les maquilleurs, les machins, les acteurs, François-Xavier de Maison qui arrive, Arbillot, tout ça. Et puis en fait, j'avais oublié les caméras, ce qui est, Un on peu peut se le dire aujourd'hui, le essentiel. plus important pour tourner tout ce qui est vidéo. Bah, on peut le faire sans, mais c'est pas le plus même pour les résultat. souvenirs, quoi, après, ouais. 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 Donc après, je suis allé chercher les caméras, je l'ai tourné, c'est dans le bonus DVD. Il y a une question comme ça un peu de Marine95 qui demande si vous serez bientôt à l'affiche d'un film. Oui. Ouais. Oui, ça va venir. Le cinéma, ça prend un peu plus de temps que la scène. Et c'est quelque chose que vous avez envie Bien sûr. d'aborder. Bien sûr, ça fait un moment que je veux le faire. J'ai eu quelques propositions, mais qui ont toujours été très réductrices à mon goût. C'est-à-dire Mais non, c'est des rôles toujours un peu clichés. de un peu... comique. Ouais, où ça te fait le cul, tu dis non. Voilà. Tu dis juste. Donc, ouais, des trucs un peu clichés, des trucs pas très drôles. Donc j'ai la prétention de penser que je peux écrire. C'est ce que je fais depuis Donc, des serait années. plus Donc... intéressé dans l'écriture plutôt que de la comédie sur grand écran. Ah non, j'ai écrit mon film. Ah, vous l'avez Ça y déjà est écrit? Bien sûr, j'ai écrit mon film, ça m'a pris 2 ans. Et au moins, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Parce que c'est, une fois de plus, ce que je viens de dire juste avant, c'est facile. De dire oui, on me propose des trucs, machin. Là, j'ai écrit mon film, c'est du sur-mesure. Comique ou Comédie romantique. Comédie romantique. Ouais, comédie romantique. Et si ça marche pas, ce sera complètement de ma faute parce que je réalise le film et j'ai le rôle principal. Donc, Vous êtes dans le rôle principal. Ouais. Et la Donc, c'est principale vous, actrice, vous ce serait qui vous Vous avez pensé à qui En fait, on est en plein dedans. On a pensé à plein de gens, mais surtout, je pourrais jamais vous donner un nom parce que ça ne sera jamais un nom. Je veux pas que ce soit un nom en fait. J'ai l'impression que tous les films me font chier en ce moment. Je vais au cinéma. En fait, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes personnes depuis 10 piges. Voilà. Dès qu'il faut une blonde, c'est elle. Dès qu'il faut... C'est chiant, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on donne plus du tout la chance aux autres. Donc moi, dans mon film, les gens ne seront pas connus. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de talent, des très bons comédiens. Et j'ai envie de faire découvrir d'autres gens aussi. Et moi, quand je vais voir des films où je connais personne, comme Chronicle, Projet X, Ouais. c'est un bonheur, c'est une bouffée d'air. Tu te sens bien, tu te dis, ah putain, qu'est-ce que c'est bon de... Projet X, moi j'ai pris une claque, les 3 mecs là, qu'on n'a jamais vus nulle part. Des adolescents. Ouais, et qui sont très bons. Et ça fait du bien de découvrir des gens comme ça. Je suis aussi très fan d'une série qui s'appelle Girls, Ouais. qui est écrit, réalisé, interprété par Lena Dunham, une petite meuf de 23 ans qui est un petit génie. Et une fois de plus, ça m'a fait énormément de bien de découvrir cette jeune fille qui a énormément de talent, qui a eu un Golden Globe de la meilleure actrice quand même. Hein, face à... Qui n'est pas taillée pour le cinéma hollywoodien, Pas du a tout. priori. C'est une fille un peu ronde, qui est tatouée de partout, elle a tout le dos tatoué. Mais elle est honnête. Moi, ce que j'aime, c'est la sincérité. Voilà. Elle se cache pas, elle se regarde pas, comme les actrices pourraient se regarder. Quand il y a des scènes de cul, il y a des scènes de cul. C'est vraiment la vie et c'est plutôt très bien. Donc je Et elle conseille écrit vraiment d'aller aussi. regarder Girls. Elle écrit, écrit elle beaucoup, interprète et elle réalise. Et elle coproduit. C'est ça, ouais. Et elle est très très Avec marrante. Judd Apatow, Ouais. qui est l'un des plus grands producteurs du monde. Et elle est très drôle. Ouais.
Tu l'as regardé un petit peu? Oui, oui, je la connais. Ah, d'accord. Tu la connais perso? Non, la série. La je série, connais la d'accord. série. Une question de Flo. Est-ce que vous allez revenir à la télévision? Un talk show à l'américaine, ça ne vous dit pas? La nuit nous appartient, c'était déjà... C'était complètement ça, ouais. Ça, hein. Voilà. Donc Flo. ouais. Il pensait peut-être plus à des personnes comme Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et tout ça, ouais. C'est ça que je faisais. Déjà vu. Oui, déjà fait. Mais Bah oui. Donc pas de retour à la télé prochainement? Non, je crois pas, non. Si je reviens à la télé, ce sera par la fiction. Ce sera par des sketchs, à la rigueur joués ou... Mais pas d'animation, pas d'émission. Je veux plus poser de questions à des gens. Voilà, j'ai posé bien. toutes les questions possibles et c'est vrai que c'est assez agréable de faire partie d'être le questionné plutôt que le questionneur. Ça me change un petit peu. Là, par exemple, je passe un très bon moment. J'ai rien branlé, j'ai pas travaillé. Vous oui, et c'est plutôt agréable. Et alors, fiction, on peut imaginer dans Joséphine Ange Gardien ou... C'est exactement ça que je pensais. Oui, voilà, je c'est ça. me disais aussi, ouais. C'est ça, bah oui. En plus, Nouvelle Julie Lescaut. Julie Lescaut, Ouais. oui, je rentre. Bah, Voilà. je suis sûr qu'il y a bien un rôle pour moi dans Julie Lescaut. Moi, j'ai une question d'Ali concernant justement des projets à venir. C'est vous ne voudriez pas revenir travailler ou faire des projets au Maroc? Vous êtes déjà allé travailler au Maroc? Bien sûr. Ouais. J'ai tourné 2 sitcoms au Maroc. C'est Voilà. ça. C'était quoi? Arbib et Lebes Waloubes. C'était quand? C'était. Oh, j'étais petit. Hein. Là, je crois que j'avais 17 ans aussi. Au tout D'accord. début de votre Ah, carrière. c'était au tout début. C'était avant de faire les trucs en France, mais ils sont venus me chercher en France. En fait, j'ai fait une audition, il y avait 4000 candidats à travers tous les pays francophones au monde. Et moi, j'ai fait l'audition sans trop y croire. Et parmi 4000 candidats, ils en ont gardé 10. On fait 3 prime time au Maroc, on fait 99% d'audimat, ce qui était... même dans les villes où, pour ceux qui n'avaient pas de télé, dans chaque grande ville, il y avait un écran géant pour Cette regarder émission. l'émission. Ouais, donc c'était assez Qui était quoi? énorme. Qui était une télé-réalité, un sitcom ou... En fait, c'était pour redonner, pour changer l'image de la chaîne, qui était un peu vieillissante, une chaîne qui s'appelle 2M. Ils ont décidé de tout changer. Ils ont communiqué pendant peut-être 1 ou 2 ans sur une nouvelle émission qui allait faire découvrir de nouveaux talents, dont des humoristes et des animateurs. Donc tout le monde a suivi ça et voilà, je pouvais plus marcher au Maroc alors que j'avais que 17 ans et c'était assez impressionnant. J'ai commencé comme ça, mais ça m'a permis d'avoir du recul parce que je me suis dit si j'ai eu ça en 3 émissions, je peux le perdre en 3 émissions. Donc au lieu de péter un câble et de me dire que j'étais génial, j'ai essayé de prendre un peu de recul. Mais, Et un retour au Maroc? Un retour au Maroc avec plaisir, dès que j'aurai les projets. Je rêve d'écrire un film qui se passe au Maroc, ouais. Je le ferai. Je le ferai une belle comédie romantique au Maroc et pas un truc sur des Marocains. Pas sur la condition. Pas sur des forcément, clandestins ou machin. Juste j'ai envie de tourner une belle histoire d'amour dans les rues d'Essaouira ou autre. Ouais, c'est quelque chose que j'ai en tête. J'aimerais bien revenir par le cinéma, ouais. J'interviens juste parce qu'on a un petit retour de Michel Leb tout il à est de l'heure, retour, d'accord. qui précise tu avais une voix bizarre. Où À ça? New York, À New York, c'est ça, dans le loft, hein, toujours. Avec énergie. Michel. Comment il s'appelle le gars? Michel Leb, lui-même. Ah, le vrai donc. J'avais une voix bizarre. Non mais alors, oh là là. Ah oui, je sais que pendant 3 jours avec Flo Gazan, on a parlé avec une voix bizarre. Et que C'était c'était très l'hélium. chiant pour tout le monde. Non, on parlait comme ça. Ah, bah c'est peut-être Et ça. ça peut être marrant 30 secondes, mais au bout de 3 jours, tu pètes un câble. Et peut-être qu'il m'a Ouais. entendu parler comme ça en fait, Et ce mec-là. peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Ça doit être ça. On a fait ça pendant 3 jours, ouais. Ouais. C'est très chiant pour les autres. T'as vu 30 secondes, déjà ça vous a un petit peu énervé. Ça 3 nous a secondes, interloqué. 3 secondes, juste 3 secondes. Dans la tournée, est-ce que vous, Fatih demande si vous venez à Marseille? Est-ce que c'est déjà prévu? Certainement. Certainement. Oui. J'ai Promis. pas les dates en tête, mais oui. Non, mais j'ai joué plein de fois à Marseille. Hein. Et j'ai Oui, retourné- alors elle nous Nouveau demande, spectacle. elle nous demande est-ce qu'elle viendra chez nous. Est-ce que Mustapha viendra chez nous pour Je jouer son viendrai spectacle? chez vous à Marseille. Voilà, je m'y engage. Je vous le dis droit dans les yeux. Une question en direct de Ouais, mais bon. Mustapha, peux-tu- Je la reconnais, je la reconnais. Oh d'accord, je Voilà. commence à comprendre que des gens qui me connaissent très bien écrivent alors. Mustapha, peux-tu nous faire tes célèbres, alors je suppose que c'est imitation parce qu'il manque un mot, de Jean-Marie Le Pen, de Nikos, de Rihanna qui chante Diamonds? Voilà, mais il veut combien d'imitations Je en sais une pas, personne beaucoup, allez, on en choisit. Alors ça, je suis sûr que c'est Florian Gazan. Les 3 en 1. Hein. Parce que ouais mais Florian bon, Gazan. il faut que je vous parle du ouais mais bon. Florian Gazan est le roi du ouais mais bon. C'est-à-dire qu'il dit jamais non. Mais il dit, si tu lui dis, par exemple, je vous donne un exemple, très con. Par exemple, on est à la radio à l'époque du système d'énergie, on est à la radio. Bon, lui, c'est vrai qu'il a plein de choses à faire, tout ça. Et on a une star internationale à interviewer, mais on ne peut pas le faire le matin, il faut l'interviewer l'après-midi. C'est-à-dire qu'il faut quitter énergie,
et revenir à 16h, alors qu'on y est depuis 4h du matin. Donc tout le monde dit ça fait chier, machin, machin. Et Flo dira toujours ouais, mais bon, j'ai des trucs à faire. Et il a tout le temps fait ça. Ouais, mais bon, c'est sa phrase. Il commence la plupart de ses phrases par ouais, mais bon. Ouais, mais bon, j'ai une vie. Tout ça. Donc je vais répondre à ouais, mais bon. Il veut une imitation de qui? Le Pen. Diamond, c'est ça Jean-Marie Le Pen de Alors Nikos, Diamond, c'est extraordinaire. Rihanna qui chante Diamond. Bon, alors Diamond, ce qui s'est passé, qu'on Rihanna. comprenne un peu ce qui s'est passé. Ouais, on remet dans le contexte. Parce que même moi, je Allons-y. comprends pas très bien en fait. J'avais écouté le morceau en fait sur une radio américaine, je crois. Mais il n'était pas encore trop diffusé en France. Et je faisais ça à mon public, mais qui ne comprenait rien. Tu sais, quand je lui parlais au début et tout, je disais, vous avez écouté le dernier Rihanna? Et je disais, Shine Bright like a Diamond. Et tout le monde me disait, on ne connaît pas. Et après, ça a été très connu. Et je continue à le faire. Et les gens me le demandent dans la rue quand même. Alors que je suis pas Rihanna. C'est-à-dire que si on peut demander à quelqu'un de chanter du Rihanna, Bah, c'est plus c'est à Rihanna. elle, oui. Et donc je me demande si on demande à Rihanna de faire mes sketchs quand on la croise. J'aimerais bien ça, juste pour la faire chier et pour qu'elle ressente un peu ce que Là, j'ai on ressenti. saura que vraiment vous avez atteint la postérité. ce Voilà. jour-là. Et pour Le Pen, c'est en une phrase et je suis très mauvais imitateur. C'est oui, Mister. Voilà. Je ne peux pas Super, donner mieux. merci. Court, efficace, bravo. Allez, on termine vraiment avec cette question de Jul. Est-ce que la Jul. chanson, ça vous plairait? Puisque bon, si on sait que c'est le cinéma, oui, la télé, ça vous a plu, la radio aussi. Est-ce que la chanson, ça vous plairait? Et pourquoi pas un duo avec Zaz? Mais pourquoi pas? Moi je l'adore, ça, j'ai aucun problème. Mais je chante très mal par contre. C'est elle qui va se foutre de ma gueule. Voilà, ça peut être intéressant parce que ça serait peut-être à son tour de se moquer de moi. Donc je suis prêt à faire un featuring. Zaz, si tu m'écoutes, je suis prêt à chanter avec toi et à écouter tes conseils. Voilà. Bon, bah, sur ces bonnes se finit paroles, bien, hein, voilà, on se finalement. finit bien C'est très le chat. Merci beaucoup C'est un plaisir d'avoir d'être ici. participé à cette émission. Il faisait un petit peu froid. Ah mais, oui, on a eu très froid pendant le chat, ça se voit On est tous d'ailleurs. en Je train pense de qu'on va boire fondre. 2 litres d'eau. Ouais. On remercie bien sûr tous nos lecteurs et les internautes qui ont participé. À très bientôt pour une prochaine émission sur l'internaute.com.